Bonjour, mon cher associé. Bonjour Guillaume, comment tu vas? Bonjour. Ça C'est va et toi? solennel ce matin. Ouais, j'avoue. Ouais, écoute, ça va très bien. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Business Bar. Euh, Aujourd'hui, on va parler, je vais, on va parler d'organisation et de procrastination, peut-être même de fainéantisme. Et, euh, on va poser tout ça avec une simple question qui est pourquoi, Guillaume, avons-nous tendance à repousser nos échéances? Ça va être intéressant Voilà, d'explorer tout ça. ça va être intéressant. Ah, j'ai cru que tu posais la question, Non, non, t'attendais une non, réponse. voilà. J'allais dire, bah, vu que c'est le sujet, Voilà, t'as pas de réponse. Bon, bah, c'était la fin de l'épisode. Merci beaucoup. allez, au revoir. Non, non, avant de répondre effectivement à cette question, bon, on commence par notre traditionnel focus pro perso. Vas-y, je te laisse commencer. Ouais. C'est vrai que on a dit qu'on faisait ça, mais j'ai pas vraiment réfléchi à Bon, quel est mon je peux y aller focus si pro tu et veux. perso. Vas-y, Je peux y vas-y. aller d'un point de vue perso. Bah, toi ça va te faire sourire parce que tu sais à quel point j'adore ça. J'ai découvert un restaurant sichuanais à Perpignan. Je vis à Perpignan et en fait j'ai vécu un an dans le Sichuan en Chine, à Chengdu pour être plus précis. C'est une cuisine que je trouve délicieuse, mais ça reste quand même une niche de la cuisine chinoise. Donc dans les petites villes, c'est difficile d'en trouver. En revanche, si vous vivez dans une grande ville, je pense notamment à Paris, à Toulouse, je sais que il y en a aussi. Essayez vraiment, vous allez vous régaler. Et donc j'ai trouvé un restaurant sichuanais à Perpignan et c'est juste la régalade pour moi. Franchement, je suis beaucoup trop content. Depuis que je l'ai découvert, j'y ai déjà mangé 3 fois. Ah oui, voilà, c'est ça ma question, c'était si t'avais déjà Ouais, mangé. ouais, je me cherche, j'avoue, mon lunch, mon déj dans ce restaurant maintenant. Donc ça va devenir ma nouvelle cantine. Donc ça, c'est trop cool. D'un point de vue pro, pour les vidéopreneurs, pour notre business, les vidéopreneurs, eh bien, on a deux closers avec nous. Et bonne nouvelle, l'un d'entre eux a fait une excellente semaine aujourd'hui. Il a pas mal closé, donc il lance son aventure dans la vente avec nous. Et ça, c'est vraiment très cool aussi de voir cette progression, cette réalisation. Et pour le côté collaboration, mais aussi pour le côté, tu vois, on se détache, nous aussi, de la vente et on n'est pas nécessairement obligé d'être présent dans ces appels pour closer. Donc ça, c'est très positif d'un point de vue pro pour ce business. Ouais, c'est vrai qu'avant on était plus, bah, c'était nous qui faisions toute cette partie et aujourd'hui on est un peu plus détaché. Quand tu vois que bah, ton agenda se Mhm. déremplit, on va dire, ce qui est un peu le but à un moment donné, pas pour rien faire, mais pour avoir cette vision stratégique. Bah là, je trouve qu'on y a, cette semaine en tout cas, j'ai eu cette révélation dont on y arrive bien, quoi. Mhm. Donc Complètement. ça c'était cool. Et bah, hâte de tester aussi ce resto à Mhm. Perpignan. Dont tu as parlé. Et moi, Focus Pro perso, bah, pro, c'est intéressant parce que voilà, pour le business, les vidéopreneurs, on a une réunion mardi, donc là on enregistre, on est samedi, et je me suis dit il fallait qu'on attaque cette réunion, comme on va définir tous les axes stratégiques avec le plus de données possible. Et j'ai calculé plein de variables, plein de trucs en fait, sur notre année, mais sur la suite aussi dans les investissements qu'on veut faire. Et c'est là où je me suis dit, eh mais c'est pas nul ce qu'on a fait cette année, tu vois, Mhm. t'as la révélation d'un coup de dire, mais ce qu'on a réussi à faire, c'est vraiment, on peut être content, tu vois, ce sentiment de gratitude là. Donc c'est un peu mon pro. Et mon perso, bah, on va dire que j'ai une multitude de trucs. J'ai couru le semi-marathon de Toulouse en faisant... Ça c'est aussi un truc de ouf parce que tu sais, je me suis dit, vas-y, j'y vais Mhm. tranquille. Et j'ai fait 1h36. Mhm. Et je me rappelle que en 2023, j'ai couru mon premier semi. Là, il y a un truc qui est trop marrant, c'est que le premier 10 km que j'ai couru, t'étais là. Enfin, on te rappelle, on était allé chercher les Mhm. dossards. C'était mon premier Ouais, 10 c'est vrai. km. C'était en 2023 ou 2, non 2022, je crois. Et bon, bref, et je me rappelle mon premier, j'ai fait 1h42 et j'étais démonté, Mhm. tu vois. Là, j'ai fait 1h36 en mode, bon, bah voilà, comme ça, j'ai une grosse journée, il y a ma famille et tout, je vais pas trop me démonter. Et ça, c'était assez cool. Et Ouais. ma famille, tout le monde qui est La venu, puissance on a croisé, il y de, a eu le croisement des mondes. ouais, la puissance de l'effet cumulé Hmm. hein, pour toi. Hein. Incroyable. Ouais, ça, c'est trop bien, c'est de te dire, tu vois, tu cours un peu, tu te fais des plans d'entraînement réguliers, et en fait, je m'étais mis dans ma vision à 10 ans, il y a longtemps, ouais, je ferai un marathon Mhm. en moins de 3 heures, mais en fait, en moins de 3 ans, je vais réussir, je pense. Mhm. C'est sûr.
C'est sûr, bien joué. Franchement, voilà. bel accomplissement pour le coup. Et puis, c'est une belle preuve aussi. Et la course et l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. C'est une belle preuve qu'effectivement, en étant régulier, bah, tu crées un effet boule de neige qui est super puissant. Et derrière, ça te permet d'aller chercher des résultats que tu n'avais jamais obtenus, que tu n'aurais même jamais obtenus sans cette régularité-là, quoi. Bien joué, trop cool. Et effectivement, croiser des mondes entre le semi, la soirée avec des membres du Mastermind des vidéopreneurs, C'est ça. qui, Soirée électro qui de est notre fou. programme d'accompagnement pour les vidéastes. Ouais, trop bien. Mais tu sais pas, attends, petite anecdote. Avant-hier, on sort dans un bar, il y a mon cousin qui vient de Lyon qui est là et tout. On sort dans un bar avec plusieurs personnes, des amis à moi, et le patron du bar vient me voir et il me fait: Ouah, mais toi, t'étais au festival où j'étais dimanche? J'ai fait: Ah, j'étais au festival et tout. Et Ah ouais, ouais. Donc voilà, tu vois, j'ai fait du réseau. Énorme. Toutes les opportunités sont bonnes pour faire du réseau. Toutes. Euh, Parfait. Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, si eh bien, on vous apporte de la valeur et que vous dites waouh, belle découverte, eh bien, on vous invite à laisser un commentaire et une évaluation 5 étoiles. Ça permet d'aider le référencement du podcast. Et puis, si vous connaissez des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des responsables vente autour de vous qui ont cette nécessité de développer leur force commerciale, n'hésitez surtout pas à recommander le podcast Business Bar. On sera ravis de les accompagner aussi à travers nos épisodes. On commence, Guillaume? Bon, pourquoi avons-nous tendance à repousser nos échéances? Je voulais qu'on parle de ça parce que je trouve ça intéressant. C'est un mal qui, bien évidemment, concerne énormément d'entrepreneurs ou bien de directeurs de services. Et puis, aurait très naturellement penser que c'est aussi lié au côté, bon, bah, il n'est pas organisé, ou bien il a mal priorisé, ou bien il est fainéant, ou bien il procrastine, qu'importe. Tu vois, et pourtant, moi, je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus profond et qui peut être corrigé sans avoir nécessairement besoin de talent. Il y a une part assez mindset, je trouve, dans ma réponse à cette question. Mais toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Non, mais en fait, j'ai réfléchi hier à cette question-là et j'en suis arrivé un peu à ce truc-là. C'est que quand tu vois les gens qui procrastinent les décisions, autour de moi, c'est jamais des gens qui disent. On a un peu cette vision de l'étudiant qui attend le dernier moment pour réviser, tu sais. Et on l'applique un peu à notre monde dans l'entrepreneuriat, alors que en réalité, les gens qui procrastinent les échéances, enfin tout ça, ils sont quand même très à même de travailler. C'est pas des feignants, tu vois, je les catégoriserais pas comme ça. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus intérieur. Après, on va en parler, mais moi j'ai vu qu'en fait, il y a à peu près trois sous-catégories, quoi, et je peux quasiment tout ranger dans ces trois sous-catégories de raisons. Euh, mais en fait, l'image que je voyais, c'est un peu, tu sais, pour ceux qui ont déjà fait du vélo, tu vois, avec les vélos un peu pourris de chez Decathlon, là, des fois, en fait, les freins, ils tiennent pas. Ils collent à la roue très vite. Quand c'est mal réglé, c'est dur de les régler. Et quand des fois, tu le laisses, mais en fait, ça te freine à un point qui est énorme. Et c'est un peu cette image que j'avais. T'étais sur ton vélo, t'as un truc qui freine, alors ouais, tu peux forcer pour avancer, mais le mieux, c'est peut-être de s'arrêter, de régler un peu le frein. Mhm. Ou de changer de vélo, bah ça c'est encore mieux. Et, et ça va tout régler, quoi. Et là, voilà, le réglage, c'est votre état d'esprit, c'est la compréhension de ce Mhm. truc-là, et ça vous aidera à avancer. Moi, ça m'a évoqué ça. Ouais, bah écoute, si à travers cet épisode, on peut vous aider à régler vos freins, c'est juste parfait. Et toi, j'avais envie de commencer par, nous on aime bien les punchlines avec Guillaume, par une punchline qui caractérise pas mal, je trouve, cette idée euh, de comment ne pas repousser ces échéances. C'est si on ne voit pas l'opportunité de chaque échec, on se condamne à rester au même endroit. Et souvent, en fait, c'est la peur qui va nous freiner et qui va faire qu'on va repousser les échéances. Ouais. On peut donner un cas très Et classique. c'est toi? Pardon? Ah, c'est toi qui avais écrit cette, Je cette sais phrase? pas. Ah ouais? Peut-être que c'est Moi, toi. je pense, en tout cas, elle est écrite. Non, non, moi je l'ai écrite, j'avais écrit, mais plus Ok, bas, tu non, mais vois. Dans le document, je me ah, suis ok, dit, ah, non, non, mais putain, on a la même idée. Euh, comment ça peut se caractériser? Ben, vous avez une offre,
elle a été validée parce que vous avez déjà eu quelques clients. Elle offre des résultats en plus, des bénéfices qui sont palpables. Comment vous faites pour développer cette offre-là? Il faut passer par une démarche très proactive de la vente, de l'acquisition. Ça peut passer par des stratégies outbound de la prospection, mais vous allez sortir de votre zone de confort parce que justement, vous allez vous révéler au marché globalement, et bien sûr que vous allez vous prendre des noms, vous allez vous prendre des murs, vous allez être confronté à l'échec, et ça va certainement vous ralentir, ça va certainement vous freiner, et ça va vous empêcher effectivement d'avancer, vous allez rester au même endroit, et il va y avoir naturellement cette procrastination qui va s'installer. Non, mais ouais, ça, tu vois, c'était la première sous-catégorie que j'avais, c'est on procrastine par peur de l'échec. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, on avait déjà parlé, mais nous, on vit dans une société où l'échec est blâmé. Même si tous les entrepreneurs te disent, ouais, on apprend dans l'échec, mais n'empêche que depuis le plus jeune âge, on t'explique que quand tu échoues, t'as une mauvaise note. Quand tu échoues, t'as pas ta promotion. Quand tu échoues, tu rates, quoi. C'est pas quelque chose de souhaitable. Et, euh, et du coup, c'est toujours vu comme une menace et jamais comme une opportunité. Et effectivement, quand tu prends un peu du recul, un peu un truc méta, t'apprends toujours dans ce qu'on va appeler le non. C'est-à-dire que quand t'as quelque chose, la vie te dit non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est là où t'as l'opportunité d'apprendre quelque chose. Parce que quand tout marche, bah, tu vas rien changer, tu vois. Ce qui est logique. Demain, pour reprendre, t'as un tunnel de vente, il fonctionne. Imagine, je sais pas, il convertit à 15% en prenant des chiffres théoriques. Tu vas pas te dire, ah, je vais tout modifier pour aller chercher 16%. Or, peut-être que 15% c'est nul en fait. Que tu pourrais chercher 30, tu vois. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à un truc. On avait fait un événement en ligne il y a un petit moment de ça, hein, je sais pas si tu t'en rappelles. Et on avait fait des bons chiffres. Alors, enfin, je t'avais dit, ah putain, c'est trop bien, on a fait ça. Et t'as dit, non, mais on doit pas accepter que ça c'est bon. On doit se dire, on a fait ça, comment on fait mieux, tu vois. Et quelque part, tu vois, on se donne le droit d'échouer parce qu'on se dit, ça on n'a pas réussi, on a échoué, même si voilà, on n'était pas non plus en train de pleurer, mais je trouve que c'est un état d'esprit qui est vraiment génial pour se donner l'opportunité d'apprendre. Hmm. Donc ça m'évoque ça un peu ce que tu as dit. Ouais, complètement. Et je te rejoins. Mais comment passer cette première barrière psychologique et accepter l'échec, tu vois, accepter que l'échec va se présenter à nous, qu'on va s'y frotter et qu'on va devoir rebondir, tu vois, après cet échec. Bah toi, tu préconiserais quoi? Parce qu'en fait, je pense que c'est plus un état d'esprit. Parce qu'en fait, dès que tu vois l'échec comme l'opportunité d'eux, et que vraiment tu te mets ça à l'intérieur de toi, bah tu vas aller le chercher, même dans la vente, tu vois. Quand tu vends à quelqu'un, tu as un prospect en face de toi, vous êtes en entretien client, en fait, ce qui va faire que ça vend, c'est quand il va te dire non. Quand je dis non, attention, il va pas te dire non comme ça, mais c'est trop bien d'aller chercher le non, de dire, mais monsieur le prospect, qu'est-ce qui nous empêche de signer cette proposition commerciale là, maintenant? La suite de sa phrase, c'est pas, bah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé, signons là. C'est, non, il y a ce blocage, tu vois. Et en allant chercher le non, c'est là où tu vas avoir justement le oui, parce que déjà, tu vas apprendre de ton prospect les vrais blocages, pas les. Parce que souvent, quand ils disent, tu vois, les blocages classiques, genre, j'ai pas le temps, c'est pas urgent, le prix et tout, des fois, c'est pas des vrais blocages, ils te disent ça pour que t'arrêtes de parler, en fait. Mais si tu vas aller chercher le vrai blocage, c'est là où tu vas même être aux yeux de ton prospect ultra pertinent, tu vois. Donc du coup, pardon, je me suis un peu éloigné de ta question, mais je pense que la première chose à faire, c'est à l'intérieur de soi, c'est d'accepter, de se dire, c'est dans le non que je vais apprendre, donc soit personnel, comme on l'a dit, avec des événements qu'on peut faire de notre côté, webinaire, nanana, aller chercher l'échec, soit, s'il y a un prospect où il y a d'autres gens, bah, aller directement chercher la confrontation, dans le bon sens du terme. Mais c'est dans la tête, je dirais. Ouais, T'en mais dirais je quoi, suis toi? d'accord avec toi. En fait, le métier de vendeur ou d'entrepreneur, de chef d'entreprise, c'est accepter que c'est une histoire sans fin. On ne peut pas se reposer sur des actions qu'on a pu mettre en place et se dire, OK, ça a été fait, puis maintenant je peux surfer dessus. Je reprends l'exemple je sais pas, par exemple, prenons un coach qui nous écoute et qui a déjà quelques clients. Ça lui permet rapidos de vivre de son job. En fait, il ne peut pas se reposer sur ça, parce que demain, il peut perdre ses clients, le cycle d'accompagnement peut se terminer, il faut repartir en fait dans une logique d'acquisition. Ça, je pense que pour les métiers de la vente et pour les métiers d'entrepreneur, il faut déjà accepter que
il y a toujours des choses à faire, c'est à l'infini, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers, et donc accepter régulièrement de sortir de sa zone de confort, d'élargir sa zone de confort. Euh, et ça, je pense que d'un point de vue mindset, c'est déjà très important de l'accepter. Si vous n'êtes pas prêt pour ça, après avoir essayé plusieurs fois, bah, peut-être que vous n'êtes pas à la bonne place. Puis c'est totalement OK. Il y a d'autres belles opportunités qui existent où cette notion de risque est moins élevée. Et ensuite, et ça concerne aussi énormément la vente, tu l'as un peu dit, c'est que de toute façon, si vous ne faites rien, vous avez déjà un non. Donc il y a cette logique-là de dire, ben, en fait, vous n'avez rien à perdre. Les seules choses que vous avez à perdre à très 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 court terme, et c'est en tête à tête avec vous-même, c'est effectivement la peur du rejet, c'est la peur de l'échec, c'est en fait, ouais, c'est ça, peur du rejet, peur de l'échec, mais ça ne vous concerne que vous. Et ce n'est pas nécessairement une réalité. Par définition, quand vous êtes dans une stratégie de prospection, disons, où vous allez chercher des nouveaux clients, en fait, vous débarquez dans la vie de quelqu'un et ça ne peut pas matcher, il ne peut pas y avoir un coup de foudre. C'est pas ça le business. Ça peut bien sûr arriver, mais c'est rare. Il faut être plus dans une logique, ok, bah, j'arrive, je signale ma présence, et en fait, la relation va se construire petit à petit. Et bien sûr qu'au début, en fait, quand vous allez débarquer dans la vie de votre prospect, et ben, en fait, il ne va pas vous dire, mais génial, merci d'être arrivé dans ma vie comme bien. par magie, je veux ton produit, là, maintenant, on signe où tu vois, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, il faut accepter effectivement que comme toute relation, ça se construit et vous allez aller, de l'avant et à un moment, vous allez créer cette opportunité-là. Donc je dirais que ça déjà, globalement, ça permet de faire un travail de mindset. Vraiment, retenez, je pense, une chose, et ça, c'est ce qui nous anime énormément avec Guillaume, c'est que de base, en fait, on a déjà un nom. Et moi, j'ai même un côté un peu compète, c'est que si là, maintenant, c'est douloureux, je ne le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Et ça tu vois, ça me nourrit énormément. Je me dis, là, maintenant, en fait, cette action-là, je sais qu'elle a du sens, je sais qu'elle est bénéfique pour mon business, pour le projet, et pour in fine, donc, délivrer aussi votre mission. Parce qu'il faut penser à vos clients, in fine. Si vous ne le faites pas là maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Quelqu'un d'autre qui potentiellement n'a pas la même pédagogie. Quelqu'un d'autre qui potentiellement n'apporte pas autant de bénéfices que vous dans votre offre, n'apporte peut-être pas autant de bénéfices dans le produit. Et ça, en fait, ça doit vous nourrir, ça doit vous donner la grinta pour dire, ok, ben je vais en fait me retrousser les manches et je vais mettre un peu les mains dans le cambouis parce qu'en fait, c'est moi la meilleure personne pour ce client. Tu vois, t'as bien résumé, c'est vraiment le propos, c'est d'accepter l'échec comme étant vraiment ce truc-là pour grandir. Et c'est qu'il y a deux choses que j'aime bien dire. C'est, il y a l'histoire d'un mec, tu sais, je t'avais déjà raconté l'histoire de Danny. Danny, il m'a trop marqué, ce mec. Bon, c'est un gars, je l'ai rencontré une fois, il avait plein de restaurants. Et en fait, un jour, il a fait un mouvement. Alors, des restaurants à Toulouse, hein, moi j'habite à Toulouse, qui sont assez connus, tu vois. Bar, restaurant, donc le mec a une situation trop stylée. Il a une place entière, c'est tous ses restos. Le QG. Sauf que le mec, il a tout mis en gage. Il a tout mis en gage pour acheter un truc à Gragnag. Gragnag, c'est la pampa, genre, il n'y a rien à Gragnag. Et le mec, il a acheté des terrains énormes. Il a dit, je vais faire un resto 700 couverts à Gragnag. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, le gars? Mais tout le monde lui explique, mais mec, t'es sûr, qu'est-ce que tu fais, t'es sûr de toi? Et lui, en fait, il avait ce truc-là de vouloir absolument le faire. Il dit, non, mais j'en suis sûr, je vais le faire, ça va marcher. Et son seul indice pour que ça fonctionne, c'est qu'il avait appelé une fois un resto et il y avait 1 semaine ou 2 semaines d'attente. Hein. C'était son seul indice pour dire que ça marche. Et un jour, je lui ai dit, mais imagine que ça marche pas et que tu perds tout. Il m'a dit, mais tu sais, moi, avant de faire les restos, j'étais pauvre. Et j'étais heureux. Bah écoute, je redeviendrai pauvre et je serai toujours heureux. Et en fait, il m'a fait rendre compte que, déjà, premièrement, s'il perd le matériel, c'est pas très grave. Il a la compétence, tu vois. Et vraiment, le vrai héritage que chaque entrepreneur peut avoir, c'est cette compétence. Demain, toi, Antoine, ou moi, on perd tout, là. Ben, en fait, oui, à l'instant T, c'est chiant. Mais si on fait sur un horizon à 5 ans, combien on parie qu'on a un autre business qui tourne et en fait, c'est peut-être l'opportunité de la feuille blanche, on se rend pas compte à quel point c'est une opportunité, justement. Parce qu'aujourd'hui, avec les business qu'on a ou quoi, on se ferme des portes par peur du risque, alors que si demain tu perds tout, bah, les cartes sont rabattues, tu vas t'autoriser des choses que tu n'aurais pas faites. Et ce qui te permet vraiment
de réussir, on va dire, ce n'est absolument pas le monde matériel, c'est pas les résultats, c'est bien la compétence et ce monde immatériel un petit peu qui te donne accès à ta réussite. Et il y a un autre truc aussi que je commence de plus en plus moi personnellement à mettre en place, mais je le dis souvent aux gens qu'on accompagne, mais même dans mon coworking, tous les gens qui extrapolent 10 000 peurs de l'échec en disant ouais mais si je me lance il va me dire non, il va me rejeter, nana. Je dis au lieu de te demander si il va se passer quoi si tu rates, pose-toi la question, il va se passer quoi si tu réussis. Et ça change tout, tu vois. Rien que de se poser cette question et de commencer à équilibrer que le scénario de rater, il est tout autant probable que le scénario de réussir, bah voilà, c'est faisable. Et moi, c'est souvent l'anecdote que je raconte quand je fais de la prospection téléphonique où j'ai eu un rendez-vous qui m'a donné un contrat à 60 000 euros quand j'avais l'agence de prod. Bon, c'était il y a des années, mais c'est-à-dire que je prospecte au téléphone, il y a un appel, j'ai pas envie de le faire et tout, parce que bah, forcément, des fois, c'est chiant, t'es tout seul. Bon, voilà, j'en avais fait quelques, et voilà, et j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un qui, au final, a débouché sur ce contrat-là. Et tu te dis, mais imagine, là, j'ai la flemme, et je me dis, ah, imagine, je vais déranger. C'est chaud, hein, 60 000 euros, ce contrat, il me faisait vivre, tu vois. Genre, donc voilà, je voulais juste rajouter ça à la peur de l'échec. Là, encore une fois, on est sur des notions très état d'esprit, très mindset, parce que c'est la même action au final. C'est de respecter ces échéances et de passer à l'action, tu vois, très clairement. Et toi, l'exemple que tu nous as partagé avec Dany, c'est totalement ça. C'est, en fait, il est dans une logique, il teste, il apprend du terrain. Parce que pour lui, le mieux est l'ennemi du bien. Il est en mode, MVP, et il se met en mouvement. Voilà. Et puis il crée les choses, et puis il apprend. Et puis il y a ce principe effectivement aussi d'inertie, où il est en mouvement, il est plus en mouvement que d'autres acteurs aussi, potentiellement d'autres concurrents. Ouais. Et bah ouais, il va se planter. Mais en fait, derrière, il apprend et il améliore. Après, bien évidemment qu'il y a une logique qui est très simple, c'est que vous faites des erreurs. C'est OK. C'est OK dans la mesure où vous comprenez pourquoi vous avez fait cette erreur et surtout, vous mettez en place les actions pour ne pas répliquer l'erreur. Une première fois, c'est OK, une deuxième fois, c'est une bêtise. Globalement, bien sûr, parfois, ça peut arriver que ce ne soit pas le cas. Mais il faut être aussi dans cette logique-là. Alors que, tu vois, pour prendre l'exemple, par exemple, de la prospection téléphonique, on va avoir énormément d'acteurs, et moi le premier, quand j'ai commencé, qui vont être à la recherche en fait, de la perfection. Tu vois, je veux faire l'appel parfait, je veux que ça se passe bien, je veux faire une bonne impression. Parce qu'en fait, on s'imagine que c'est maintenant ou jamais. Et qu'en fait, si l'appel ne se passe pas bien, ben, on sera blacklisté. Ce qui n'est absolument pas la réalité aujourd'hui du business. Et donc, on cherche à planifier. On cherche à comprendre pleinement comment ça fonctionne. Et on repousse. Et on repousse. Et on repousse. Et pendant ce temps-là, effectivement, eh bien, il y a des gens qui ne se posent pas de questions et qui passent à l'action. Bah c'est trop bien parce que là, tu vois, tu as fait la transition vers la deuxième catégorie qui empêche les gens, empêche les gens de se mettre en mouvement. Je trouve c'est le perfectionnisme. Tu vois, c'est ce truc-là d'avoir une forme parfaite de choses avant de faire. Bah toi, j'adore parce que toi, tu as une belle phrase que tu avais trouvée ou que tu as inventée, enfin je sais pas trop, mais tu la sors souvent et je la trouve vraiment bien. Tu sais, c'est celle avec imparfait, impafait. Vas-y. Vas-y, je te laisse. Vas-y, je te laisse sortir la phrase parce que je la connais pas exactement. C'est vrai que c'est une phrase qui est très simple, qui est très puissante, c'est qu'en fait, quand vous cherchez le parfait, ben en fait, c'est pas fait. Et quand vous allez vers de l'imparfait, c'est un pas fait. Et je trouve que c'est tellement révélateur. Clairement. Non, mais c'est clair. C'est une belle phrase, je trouve. Et c'est vrai que, tu vois, moi, ce que j'aime bien dire par rapport au principe de perfection, c'est que, tu sais, vaut mieux un projet qu'on a fait qui est imparfait dans la réalité qu'un projet parfait dans notre tête, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, le matériel, ce qui va récompenser dans notre vie, c'est le monde matériel. C'est pas le monde immatériel dans notre tête et tout ça. Et en fait, il y a un autre truc aussi, c'est que notre cerveau, il peut pas anticiper tous les scénarios. Donc toi, tu anticipes les scénarios qui te semblent logiques. Mais en fait, des scénarios possibles, il y a autant d'embranchements qu'il y a de décisions. Et des fois, une décision, il y a 14 millions d'embranchements, mais sur un truc standard. Genre, ton logo, il est jaune FD200 ou FD201.
bah, en fait, il y a 14 millions de scénarios sur ce paramètre tout petit. Donc en fait, comme tu peux pas le prévoir, le mieux c'est de le mettre en action, de te mettre en action pour le confronter à ton marché cible et avoir de la vraie donnée et itérer sur cette donnée, ce qu'on disait, quoi. Donc voilà, c'était ça, mais en fait, c'est vraiment une catégorie de personnes. Les gens, il y a des gens, bah, on le voit tout le temps, ils se lancent, ils disent ah, mais moi je veux le site parfait, le truc parfait, je veux la punchline parfaite, je veux mon Carte de offre, visite. je veux les cartes de visite, je veux avoir, tu vois, je veux plein d'offres différentes pour plein de catégories différentes et tout. J'ai dit, mais attends, mais t'as parlé à une seule personne de ce milieu? Ah non, mais j'attends que tout ça soit fait et tout. Alors qu'en fait, le mieux à faire, même si c'est contre-intuitif, c'est un peu ce truc-là de MVP. T'arrives, tu dis, bon, moi je sais faire tel truc, je sais faire tel truc, qu'est-ce que t'en penses? Complètement. Et de le vendre direct. Complètement. On a tous croisé un jour des gens qui vont te dire ah, j'ai une idée incroyable, ça va marcher, c'est du feu de Dieu. Ah ouais, c'est quoi cette idée? Ah non, mais je peux pas te la partager, elle est pour moi, Ah parce ouais. qu'en fait c'est incroyable. Ok, mais la meilleure des idées, c'est celle qui est exécutée, euh, très clairement. Et c'est Grave. celle qui permet d'aller de l'avant. Euh, donc je te rejoins complètement quand tu dis qu'une offre imparfaite en fait est toujours mieux vendue qu'une offre parfaite qui est dans son esprit et qui n'est pas exécutée. Aujourd'hui en fait, pour qu'un business fonctionne, il faut deux choses. Il faut un produit ou un service. Vous en l'occurrence, si vous nous écoutez, vous êtes plutôt sur la partie service. Un service qui apporte un bénéfice, qui répond à un besoin. Et je pense que si vous nous écoutez, vous êtes déjà à ce niveau-là. Et il faut la capacité de vendre ce service. C'est tout ce qu'il faut. Et la majorité des entreprises aujourd'hui sont bons dans leur service, mais beaucoup moins dans la capacité de vendre ce service. Ouais. Et vous ne serez pas parfait dans la vente. Et c'est OK, en fait. Moi, j'ai jamais été le meilleur vendeur autour de moi. On a accompagné énormément d'entrepreneurs et de vidéastes dans l'approche vente. C'est clairement pas les meilleurs vendeurs du marché, enfin bon, on va dire du marché. Et pour autant, ça fonctionne extrêmement Ouais. bien pour eux. Pourquoi? Parce que justement, ils sont dans cette idée de j'exécute, je progresse et je suis encore une fois au contact de mes futurs clients. Et c'est ça qui compte en fait, c'est ça le plus important. Et après, au fur et à mesure, en fait, il y a un progrès. Et c'est exactement ça aussi vers quoi vous devez tendre. Aujourd'hui, vous avez quelque chose qui fonctionne, qui a été vérifié. Ben, en fait, acceptez que ce ne sera pas parfait dans votre approche de vente, mais au moins, vous y allez. C'est mieux de faire 10 appels de Ouais, vente, c'est clair. même si vous n'avez jamais fait d'appel de vente de votre vie, plutôt que de ne pas en faire, de repousser et de dire j'attends que ce soit parfait, parce que de toute façon, quand vous allez vous lancer, vous pouvez être aussi bien préparé que vous le souhaitez, ce ne sera pas parfait. Moi, j'ai réalisé plus de 500 rendez-vous clients dans ma vie, c'est toujours pas parfait. J'ai fait je ne sais combien d'appels de vente dans ma vie, c'est toujours pas parfait. Et ce sera jamais parfait. Il ne faut pas chercher la perfection en fait dans la vente parce qu'elle n'existe pas. La vente, c'est quelque chose d'assez chimique, c'est une rencontre entre deux personnes. C'est jamais parfait une rencontre entre deux personnes, sauf si c'est un coup de foudre. Et là, on est dans un aspect business, donc on parle avant tout de même d'une prestation. Mais vous pouvez tendre vers ce fit, aussi bien du service qu'humain, en vous offrant la chance d'être au contact justement de vos futurs clients. Et tu recommanderais quoi à quelqu'un qui, justement, a ce perfectionnisme-là et se dit, peut-être, en fait, quand ils sont dans le perfectionnisme, ils sont dans cette logique toujours de dire, ah, faut que ce soit parfait, c'est pas bon, machin, et tu sais, ils s'empêchent de faire. Tu lui recommanderais de faire quoi, tu vois? Il y a plusieurs choses, il y a un travail à faire sur soi de documenter un petit peu en fait ses actions dans le temps. Je ne sais pas si on en a déjà parlé dans ce podcast, mais nous, on travaille avec un outil qui s'appelle le plan de 90 jours. Et c'est très intéressant de voir, en fait, de noter où vous voulez être dans 90 jours et 90 jours plus tard, où vous êtes. Et, parce que l'entrepreneuriat, ou du moins être à la tête d'un service, d'avoir ces responsabilités-là, c'est le plus beau reflet de votre vie. Vous ne pouvez pas tricher. Si vous jouez le jeu de vous dire, OK, dans les 90 jours, je dois avoir contacté, je sais pas moi, une centaine de prospects, si en fait vous en avez fait que 2,
il y a pas, il y a pas photo, quoi. Vous pouvez pas vous inventer des excuses. Donc je dirais que ça, dans un premier temps, c'est Ouais. un bel outil. Et, euh, et même à très court terme, je vous invite à vous engager auprès d'autres entrepreneurs autour de vous ou des gens qui vous soutiennent dans votre projet pour justement rendre les comptes. C'est quelque chose qui fonctionne aussi extrêmement bien. Si vous avez un coach, c'est parfait. Si vous avez une communauté, c'est parfait. Sinon, quelqu'un qui vous soutient ou un partenaire qui fait un métier aussi d'entrepreneur ou de responsable sales ou quoi, et d'avoir ce côté accountability. Ça, je dirais que ça permet de passer à l'action parce qu'en fait, on n'a pas envie de se retrouver bête à dire bon, bah finalement, non, je ne l'ai pas fait. Parce que vous, là, pour le coup, vous ne vous mentez plus à vous-même, vous mentez aussi finalement à quelqu'un pour qui, eh bien, en fait, qui vous est cher, quoi. Donc je Ouais. pense à ça, et j'imagine que toi, tu as d'autres idées. Non, non, mais en fait, tu as dit un truc, et c'est vrai qu'il faut vraiment ne pas sous-estimer la force de ça, c'est s'entourer et rendre des comptes pour les deux premières peurs qu'on vient de dire, donc peur de l'échec sous toutes ses formes et le perfectionnisme sous toutes ses formes. Si toutes les semaines, vous avez, ou toutes les 2 semaines, un rendez-vous avec des gens, c'est vraiment intéressant de. Bah, t'es obligé d'arriver et de dire, bah, j'ai fait ça, quoi, tu vois. Et pour ceux qui veulent un peu investir, un coach, ça coûte pas si cher que ça, tu vois. Genre, en vrai, je sais pas, pour 1500 euros au Mm. trimestre, et encore là, t'en as un bon, tu vois. Bah, tu dois rendre des comptes, euh, franchement, quasiment peut-être une fois par semaine ou quelque chose comme ça. Ça va même coûter moins cher si tu te le fais une fois toutes les 2 semaines. Et le coach, en plus, il va aller challenger un peu pourquoi tu avances pas sur certains trucs. Et c'est vraiment intéressant, tu vois, d'avoir cette notion de rendre des comptes. Et en plus, il n'y a même pas besoin de. Enfin, là, on parle de payer et tout, mais il n'y a même pas besoin. Genre, nous, on a un rendez-vous qu'on fait avec Antoine le vendredi matin. C'est que des potes entrepreneurs. Et voilà, on se réunit, on se rend des comptes, on partage une problématique, on dit voilà, ma problématique c'est ça, qu'est-ce que vous avez à dire? Et tout le monde va t'aider. Et du coup, quand tu reviens, si jamais tu dis bonjour, j'ai la même problématique, tu passes un peu pour un débile, tu vois. Donc t'as pas envie de passer pour un débile. Euh, donc d'ailleurs, c'est marrant, c'est les gens qui viennent, il y a Larissa, enfin, c'est des gens qui sont déjà passés sur le Mm. podcast théoriquement au moment où ce C'est vrai. podcast sera publié. Et là, mais ça, c'est vraiment ultra puissant. Vous êtes dans des groupes d'entrepreneurs, vous entreprenez entre potes, genre chacun entreprend de son côté, rendez-vous des comptes, Mm. quoi. Et ne négligez pas ce Mm. temps-là. Et c'est vrai que je sais pas toi, mais moi, mon vendredi, ça devient de plus en plus le jour rendez-vous avec d'autres Mm. entrepreneurs. Parce que j'ai même un pote entrepreneur, histoire de ouf, tu sais, un mec avec qui j'étais en primaire à Blozasque. Donc Blozasque, c'est un village. Il y avait, je sais pas, il y avait pas beaucoup d'habitants, tu vois, genre 500 habitants, grand max, tu vois. Euh, dans l'école, dans ma classe, on était 8, tu vois, pour te donner la taille du truc. Et il y a un gars de cette école-là primaire qui m'a recontacté il y a peu et qui a un business, plusieurs business qui tournent. Et du coup, on échange régulièrement. Et je le mets toujours le vendredi. Et je pense que Mm. j'ai un autre gars qui m'a raconté ça, c'est que lui, il va carrément contacter des entrepreneurs qui vont l'inspirer ou quoi, avec une problématique très précise, dans le but de faire un appel pour qu'il débloque un peu sa situation ou pour discuter de ça, quoi. Mm. Et en fait, quand t'as un business un peu avancé, faut aussi se dire que t'es intéressant ou t'es intéressante avec tes problématiques, et le simple fait de contacter quelqu'un avec une problématique précise et de le faire, voilà, c'est top. Et je pense que vraiment s'entourer, c'est c'est vraiment l'action, le Mm. 20-80 pour passer, être en mouvement quand on est perfectionniste ou la peur de l'échec, quoi. Carrément. Et et s'entourer, pour garder ces gens autour de soi, il y a cette notion de fiabilité et qui est quelque chose qui est vraiment fondamental aujourd'hui pour nous qui vendons du service, une prestation de service. Nous, je parle de toi et moi, Guillaume, mais aussi vous qui nous regardez Mm. ou qui nous écoutez. Ce qui fait aujourd'hui la différence entre deux partenaires de confiance, enfin deux partenaires, un qui est peut-être de confiance et l'autre qui l'est un peu moins, c'est la fiabilité. C'est à quel point en fait je peux compter sur cette Ouais. personne, à quel point en fait elle est ponctuelle, à quel point en fait elle respecte les échéances, à quel point en fait elle respecte en fait tout simplement le cahier des charges. Tu parles de rencontres régulières avec d'autres entrepreneurs, à quel point en fait toi aussi tu fais le job en fait d'avancer dans tes propres engagements pour qu'en fait il y en ait quelque chose à se dire. Parce que tu te pointes toutes les 2 semaines avec tes potes entrepreneurs, mais t'es le seul en fait qui n'avance pas. En fait, il y a un moment, Bah ça oui. devient
beaucoup moins intéressant aussi pour l'autre. Il y a vraiment cette notion de fiabilité. Et je dirais même que, tu vois, en termes de travail, de collaboration, tu vois, il y a 1 plus 1 égale 2, c'est pour moi la coopération. Et 1 plus 1 égale 3, c'est la collaboration. Et en fait, collaborer, ça te permet d'aller plus loin. Et ce qui fait la différence entre les deux, ben, c'est la fiabilité, en fait. C'est le fait que, en fait, ok, moi, je fais un premier chemin de A à P, et tu sais qu'en fait, à tel moment, dans notre rétro-planning, j'arrive à P, ce qui te permet d'aller plus loin, toi aussi, Guillaume, et de respecter, et de pas te mettre en retard, et que tout soit calibré, tout soit prêt, en fait, quand, en fait, c'est à toi de prendre le relais après la lettre P. C'est ça, en fait, qui permet, en fait, derrière de créer aussi des bénéfices, des résultats super intéressants. Donc, pensez à ça. En plus de ça, vous vendez une prestation de service, donc ça marche avec vos partenaires, ça marche avec vos clients, bien évidemment, ça marche avec vos prospects. Pensez à l'aspect fiabilité. Et je suis certain que vous souhaitez être fiable parce que, encore une fois, vous avez une mission, vous voulez aider vos clients. Donc, il n'y a plus qu'à. Et ça va très clairement vous aider à accepter que être fiable, c'est beaucoup plus important qu'être parfait. Ça va vraiment vous permettre de faire ce chemin-là et naturellement, en fait, de commencer à faire ces petites actions qui vont derrière vous aider à sortir du côté perfectionnisme. En plus, c'est marrant parce qu'être parfait, ça rentre en contradiction avec ce qu'on disait sur l'apprentissage. Parce que si jamais tu apprends en échouant et que tu es parfait, bah, du coup, tu n'apprends jamais en fait. Donc, soit tu es né parfait avec le tableau de calcul de l'univers dans la tête et du coup, effectivement, tu connais tous les mouvements des atomes, donc tu prévois le futur. Bon, bah là, écoute, pas besoin d'écouter ce podcast, je pense que t'as un avantage sur tout le monde. Soit t'es un humain, ce qui est fortement probable, et du coup, t'as besoin d'échouer pour apprendre, quoi. Et en fait, essayer d'être parfait, c'est se condamner à pas apprendre, au final. Complètement. Donc bon. Et il y a une troisième raison, moi, que je trouve, où les gens passent pas à l'action, enfin, qui empêche de passer à l'action, c'est qu'en fait, des fois, il y a des gens, ils admettent, ils disent, moi, je m'en fiche d'être parfait, je veux passer à l'action. J'ai pas peur de l'échec, go. Mais par contre, la montagne, elle est tellement grande que je sais pas par où commencer. Et c'est l'absence de structure. Et je vais pas parler de structure au sens où les entrepreneurs l'entendent aujourd'hui, genre tout est processisé, un truc comme ça. C'est plus vraiment, je dois faire 100 000 euros et je m'arrête à ça. Et je dis, bah ok, mais je fais quoi pour faire 100 000 euros en fait? Et du coup, qu'est-ce que tu aurais à dire pour cette absence de structure? Comment on pourrait aider quelqu'un qui a cette grosse tâche devant lui, cette grosse montagne, et qui sait pas par où, par quel bout, enfin, prendre le problème par quel bout. Bon bref, j'ai mis les mots dans le désordre. Mais en fait, on l'a déjà beaucoup observé, ça il y a une notion déjà de temps, en fait il ne faut pas être pressé, on parlait tout à l'heure d'effets cumulés, il faut laisser le temps au temps pour créer quelque chose de puissant. D'où l'intérêt donc de faire des plans de 90 jours et de savoir en fait où vous souhaitez être. Et ça vous met des étapes potentiellement aussi. 90 jours, c'est un trimestre. Ça vous met des étapes dans une année. Dans une année. Et je dirais qu'après, plus globalement, faut découper, quoi. Le sommet de la montagne, c'est réaliser 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, mais en fait, quels sont les sous-objectifs qui vont vous permettre en fait d'atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires? Est-ce que dans votre contexte, vous avez un besoin de trouver des nouveaux clients? Est-ce que vous avez un besoin de travailler avec les mêmes clients? Est-ce que vous avez un besoin d'augmenter vos prix? Est-ce que vous avez un besoin de revoir votre offre? Il faut découper ces objectifs-là. Et puis une fois que vous avez identifié la priorité selon ces sous-objectifs, il faut encore les découper. Il faut encore les découper en responsabilités, en tâches, en objectifs hebdomadaires qui vont bien sûr naturellement vous permettre de tendre vers votre objectif du trimestre. Et puis encore une fois, les découper à la journée et de vous dire, bon, ok, à la journée, en fait, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs de la semaine? Donc je dirais que c'est ça le plus important. Et donc ça passe aussi par une prise de recul. Tous les lundis matins, en tout cas, nous on fonctionne le lundi matin, c'est le début de la semaine pour nous le lundi matin. Quelles sont les actions à mettre en place en fait pour nous rapprocher de l'objectif du trimestre et à la fin du trimestre, quel chemin on a parcouru et quelle est la suite pour l'établissement du prochain objectif, du trimestre. Et puis toi et moi, Guillaume,
On a aussi réalisé un voyage il y a quelques mois pour faire aussi un travail de vision sur l'année, les 3 ans, les 5 ans qui suivent, quoi. On a fait ce travail-là à deux, parce que pour le coup, on est deux, mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi très bien faire de votre côté, vous protéger du temps, partir peut-être dans un environnement qui est propice justement à la réflexion, à du temps pour soi, et réfléchir aussi à ce travail de vision. Ouais, non, mais c'est ça. Je trouve que pour avoir la structure, quand on a une énorme tâche, c'est quoi les tâches les plus simples qui vont me permettre de mettre en mouvement, qui va permettre un petit peu de lancer la machine, quoi. Donc, oui, c'est sûr que faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, bon, bah, c'est compliqué dit comme ça. Qu'est-ce que je fais voilà. Mais en fait, c'est quand tu commences à décomposer, tu dis, mais en fait, j'ai que 3 leviers sur lesquels je peux jouer, que tu as déjà dit. Il y a les prix, il y a augmenter la lifetime value client, donc un client dépense plus chez nous, ou trouver plus de clients. Ah, c'est les 3 leviers que j'ai. Maintenant, comment je joue sur ces 3 leviers à mon niveau, ce qui est le plus logique à faire. Je sais pas si vous vendez une offre à 100 balles, peut-être que passer à 500, vous imaginez, vous augmentez la lifetime value de fois 5 du coup. C'est-à-dire qu'il vous faut 5 fois moins d'efforts marketing pour avoir un client, ce qui fait que théoriquement, vous allez accéder à ce même objectif pour 5 fois moins. Bon, en vrai, c'est pas vrai, il y a plein, voilà, c'est pour l'exemple, mais c'est un peu l'idée que tu as dit, voilà, mais c'est juste pour le préciser, parce que beaucoup de gens repoussent les échéances parce qu'ils savent pas quoi faire, tu vois. Et moi, je le vois dans le sport, quand je dois courir les marathons, enfin, quand je me mets j'ai une compète, si jamais j'ai pas un plan d'entraînement qui m'a mâché le travail, que je l'ai fait en amont, et je sais que tel jour, je fais telle séance et tout, bah, que je me dis, je fais quoi aujourd'hui? Bah, souvent, je fais pas, en fait, parce que tu vois, je me dis, attends, faut que je fasse un fractionné, attends, quoi? Et en fait, ce délai de réflexion fait que tu passes pas à l'action. Alors que si juste je regarde mon téléphone, je dis, bah, faut que là, j'aille faire ça, faire ça. C'est beaucoup plus simple, quoi. Et c'est pareil dans tout, sauf que dans l'entrepreneuriat, c'est toi qui dois le définir, quoi. T'avais quelque chose à redire par rapport à l'absence de structure? Parce qu'après, moi, j'ai des petits conseils pratiques, tu vois. Ouais, Si tu veux. un véritable point commun aujourd'hui des entrepreneurs qui fonctionnent autour de nous, c'est leur capacité à prendre des décisions. Donc, c'est le plan de 90 jours, disons. Puis ensuite, en fait, à mettre en application vraiment tout ce qui est en leur possession pour aller accomplir cet objectif, cette décision, tout en gardant vraiment un focus, qui est quelque chose de très important, parce qu'encore une fois, on vit dans un environnement où il y a du bruit constant, et on peut être attiré par plein de nouvelles opportunités, plein de réflexions, plein d'idées. C'est OK, prenez le temps de les noter, mettez-les de côté, mais ne les appliquez pas dans votre plan de 90 jours. Toi, Guillaume, quand tu bosses pour ton marathon, si tu as un pote qui te propose de faire un padel le mercredi entre midi et 2 alors que tu as prévu de courir, tu vas pas faire un padel. Tu vois. Et tu vas certainement pas faire non plus un autre sport qui potentiellement peut détériorer ta performance. Voilà. Prépa, ouais. Donc c'est quelque chose qui est vraiment bon de retenir. Et ça paraît évident quand on le dit. Prendre des décisions rapides, garder le focus, mettre en application. Ça paraît évident, mais c'est tellement difficile. Ouais. Tellement difficile. Mais c'est ce que... Et on est passé par là. Moi, je suis passé par là où à un moment, nous, dans nos objectifs pour notre entreprise des vidéopreneurs, j'avais envie de sortir du cadre. Mais ça fait du bien de dire, en fait, je réalise que je sors du cadre et qu'en fait, il faut qu'on aille un peu plus loin dans les objectifs qu'on s'est... dans les actions pour atteindre des objectifs qu'on a établis. Donc, gardez bien ça en tête, quitte à le noter, à l'avoir sous les yeux. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien aussi réaliser, c'est noter son étoile polaire des 90 jours, de l'avoir accessible sous les yeux très facilement. D'ailleurs, moi, j'ai 2 outils qui sont systématiquement ouverts. C'est mon agenda et mon plan de 90 jours. Systématiquement ouvert. Ou mon plan hebdomadaire qui est en lien avec mon plan de 90 jours. C'est mes deux documents qui sont systématiquement ouverts. Ah non, mais ouais, ça c'est... Comme moi, c'est vrai que j'ai l'agenda, et j'ai toujours la feuille où moi ça s'appelle rétrospective travail 2024, et c'est semaine après semaine tout ce que je dois faire dans la semaine, quoi. Et je l'ai toujours là. Bon, déjà je l'ai planifié dans l'agenda, donc en vrai j'en ai pas vraiment besoin, mais ouais, non, mais c'est important. Puis quand tu parlais, je m'étais dit, il y a un truc à dire. Mais oui, c'est ça.
je trouve qu'il y a une grosse capacité des entrepreneurs, en tout cas qui step up année après année, c'est de réussir à identifier parfaitement leurs problématiques, tu vois. Parce que tu vois, le problème, ça peut pas être je veux faire 100 000 euros, tu vois. Il y a un problème, un goulot d'étranglement très précis qui vous empêche aujourd'hui de passer au résultat supérieur. Et je trouve qu'il y a des gens qui sont très forts pour les identifier, quoi. Et dire le problème, c'est tel élément à tel endroit, tel chiffre qu'il faut que je joue. Et là, tu vois, je l'ai vu par exemple en faisant tout ce fameux plan financier pour 2025, où je sais pas, t'as des cinquantaines de chiffres, en fait, t'as plein de chiffres, plein d'éléments et tout, et tu dois te dire, ok, sur cette centaine de chiffres, comment je fais 4 critères, et ça va être le focus des critères, tu vois, tu sais que de ces critères-là, tout découle, tu vois. Et si ça augmente, c'est qu'on est sur la bonne voie. Et c'est vrai qu'on avait réussi à vachement bien le faire parce que nous, on raisonnait pas en chiffres ou quoi à un moment donné, enfin pour cette année, en tout cas une partie de l'année, on raisonnait on avait tout pondéré sur le nombre de masterminds vendus par semaine. Et on savait que si on était au-dessus d'un chiffre, ben on était sur nos objectifs, quoi. Et c'est trop cool parce que tu as un seul chiffre à regarder. Et tu sais que si ce chiffre il est au-dessus de ce qu'on avait fixé, t'es bien. Pour les frais, pour tout, quoi. Et c'est une vraie capacité, je trouve, à entraîner de se poser et de prendre du recul et de dire, ok, c'est quoi mon vrai problème? Parce que quelque part, ce que j'appelle la dette de l'ignorance, c'est la pire dette, tu vois. Genre là, par exemple, la dette qui nous empêche de faire 100 000 euros par mois, bah, en fait, elle nous coûte l'écart entre nos résultats actuels et 100 000 euros. Qu'est-ce qui coûte plus cher que ça, quoi? Clairement. Mais ce côté Voilà. capacité aussi à voir quel est le problème, à rapidement l'identifier, puis à avoir une réponse rapide, euh, c'est souvent la réponse rapide d'ailleurs, elle est évidente quand on nous l'a dit. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure de nos Ouais, c'est vrai. réunions entre entrepreneurs. Euh, c'est rare qu'on va nous dire un truc qu'on découvre. Ah waouh, ça existe ça, c'est incroyable. C'est quelque chose qu'on a certainement déjà entendu, mais en fait là, à l'instant T, on n'y pense pas. Et c'est pour ça que c'est encore une fois ultra précieux de s'entourer, de demander de l'aide pour justement aussi avoir un regard extérieur qui émotionnellement n'est pas impliqué de la même manière, qui va pouvoir mettre le doigt sur quelque chose parce que cette personne-là, en plus de soit elle est déjà passée par là, ou bien même pour cette personne-là, c'est plus facile d'identifier le problème que pour soi, et c'est ultra précieux. Mais après, ça c'est plus sur l'aspect un peu échange, mais tu as dit quelque chose de très vrai, c'est que le business c'est avant tout des maths. Euh, il faut piloter tout ça. Et si tu as en fait aujourd'hui des tableaux de reporting complets sur toute ta performance d'acquisition, donc je donne un exemple, en fait il vous faut combien de mails pour avoir une réponse, combien de mails pour obtenir un rendez-vous client, ou combien d'appels pour obtenir un rendez-vous client, combien de rendez-vous clients pour ensuite envoyer une proposition commerciale, combien de propositions commerciales pour en avoir signé, etc. En fait, il vous faut ces chiffres de performance financière. Et si vous ne les avez pas, en fait, vous tâtonnez, quoi. Vous marchez les yeux bandés, et ça va être très compliqué de savoir aussi sur quel point vous devez progresser pour aller chercher effectivement ce delta dont tu parles entre ta performance actuelle et ton objectif qui te coûte énormément. Ouais, mais tu vois, l'absence de structure, c'est aussi le troisième point qui empêche les gens de passer à l'action. C'est cool d'en parler. Ça te dit, on fait une petite partie sur des petits Ouais, principes vas-y. faciles, tu vois. Moi, j'en ai noté un, alors, j'ai dit, Newton avait raison, mais Newton, il parlait pas vraiment du mouvement de l'humain, mais en gros, c'est le principe d'inertie de Newton que Mm. j'aime bien, c'est qu'en fait, le mouvement, c'est coûteux, mais à Mm. lancer, tu vois. Une fois que tu es en mouvement, c'est assez logique de rester Mm. en mouvement. Donc, le truc, je trouve, moi, j'appelle ça la loi des 5 minutes, tu vois. Quand j'ai pas envie de faire un truc, je me dis, ok, je le fais 5 minutes. Si au bout de 5 minutes, j'ai vraiment pas envie, je le refais 5 minutes, et si vraiment là, c'est mort, donc ça fait 10 minutes, vas-y, Mm. j'arrête. Mais le simple fait d'avoir déjà commencé la tâche, bah, tu la Mm. termines, quoi. Tu vas pas t'arrêter en plein milieu. Et, ça peut arriver aussi, c'est pas le bon jour, et il faut savoir s'écouter, dire, bon, bah là, aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Et voilà, c'était ça, et c'est intéressant parce que quand tu vois, par exemple, écrire un livre, tu te dis, mais c'est énorme d'écrire un livre, vas-y, j'en ai pour des années, là, à partir d'aujourd'hui. Mais en fait, un livre, c'est une phrase. Tu peux écrire une phrase un jour, une phrase Mm. l'autre jour, et voilà. Et en fait, moi j'ai fait ça, bah, tu sais, c'est le truc que j'ai fait pour ma petite soeur, pour ma petite soeur. Attends, je dis ma petite soeur, mais genre elle a quasiment 30 ans. Et, euh, et en fait, j'ai écrit un truc où
tous les jours, j'ai envoyé un chapitre d'un livre mais un peu marrant que j'écrivais. Enfin voilà. Bon, bref. Et en fait, du coup, là, je l'ai terminé. Il fait 350 pages. Et en fait, ça m'a pris, je sais pas, peut-être 6 mois à écrire. Un peu moins, tu vois. 4 mois. Mais tous les jours, j'écrivais un chapitre. Et bah, tu fais le calcul. Il y a, on va dire, une moyenne de 30 jours par, euh, par mois. 4 mois. Tu vois, ça fait 120 jours, 120, bah, en gros, 120 chapitres, Mm. tu vois. Tu vois, bon, il y en a un peu moins que ça, mais tu vois, 120 chapitres. Bah, en fait, t'as écrit un bouquin de fou. Hein. Et ça a pris que 4 mois. Clairement, vraiment, Donc, moi voilà. ça me fait penser encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais aller un peu plus loin, à l'effet cumulé. C'est un bouquin qui s'appelle L'effet cumulé de Ouais. Darren Hardy. Vraiment, je vous recommande de lire ce bouquin. Et, je- et ça me fait aussi penser à autre chose, c'est que ouais, le plus dur c'est de lancer l'inertie. Après, l'inertie te porte très clairement. Mm. Et en sachant ça, parfois en fait tu t'es porté par l'inertie et pour quelconque raison en fait tu t'arrêtes. Mais c'est encore plus difficile de relancer la machine. Parce que tu sais la douleur que c'est de lancer l'inertie. Mm. Psychologiquement, tu sais que tu es arrivé à un certain niveau. On va dire, tu es arrivé à un niveau de 8 sur 10. Et en fait, quand Ouais. tu vas te relancer, tu serais que à 3, 4 sur 10. Et c'est pénible, en fait. C'est difficile de l'accepter. Euh, Non, mais et, c'est clair. euh, et ça, c'est... et souvent, je vais être poli quand je vais dire souvent, mais en réalité, c'est bien plus que souvent. La première chose dans un business qui est mis sur le côté, en termes d'inertie, c'est la vente. Ah bah ça y est, ça roule, j'ai des clients, j'ai plus le temps, je dois livrer, et je gère plus l'acquisition ou la vente. Et pour relancer la machine, ça veut dire qu'en fait vous surfiez sur le haut de la vague, vous êtes en bas de la vague, parce que la vente, bien évidemment, c'est Mm. pas instantané, hein, les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, généralement c'est 3 mois, 6 mois plus tard. Ben, quand vous vous retrouvez dans le creux de la vague, ben, il vous faut de nouveau 3, 6 mois pour relancer la machine. Sauf que vous passez par euh, plein de douleurs émotionnelles que vous anticipez parce que vous êtes déjà passé par là. En plus de ça, en sachant le résultat que vous aviez et avec peut-être certainement des vrais remords de ne pas avoir gardé la machine active, quoi. Euh, L'acquisition, la partie acquisition, la partie vente de votre business, ça doit être de l'hygiène euh, pour vous, pour votre business. Vous brossez les dents tous les jours, plusieurs fois par jour, ça doit être la même chose pour le business. Donc vraiment dans cette Mm. logique, encore une fois, d'inertie, ne lâchez jamais la partie acquisition-vente, même quand vous êtes complètement sous l'eau parce que bah, ça fonctionne bien pour quelconque raison. Gardez toujours une partie du temps, de l'énergie, de l'amour pour la vente, pour l'acquisition. Même si vous devez ralentir, c'est OK, mais n'arrêtez jamais. Vraiment, moi, ça me fait penser à ça parce que c'est tellement difficile de repartir. Ouais, bah ça, bah, pour faire la parenthèse, franchement, la partie vente, tu sais, des fois, il y a cette question dans les entrepreneurs. Bon, vous aurez tout l'occasion d'explorer ces questions dans les masterminds divers et variés. Euh, Tout est délégable et tout. Et franchement, en vrai, quand tu réfléchis, il y a un truc qui est pas délégable. C'est se lever le matin, aller voir les chiffres que tu as fait et se dire comment on fait Mhm. mieux. C'est ça, c'est mort. C'est pas délégable, tu vois. Ah, bien sûr, il y a des head-off, quelque chose qui peuvent le faire, mais ils le feront pas Mhm. comme ça, tu vois. Et je trouve que le rôle d'un CEO, c'est pas de livrer et tout. Alors oui, c'est important de livrer, de faire du care, de machin. Mais en importance 200 tous les jours, c'est comment je fais rentrer du cash. Parce que tout ce qui fait tout le cash que vous faites rentrer, en fait, de là découle tout. Il n'y a plus de problème, hein, si vous gagnez, je sais pas, 200 000 euros par mois et vous avez plus de soucis de ah ouais, il faut faire du care et tout. Vous embauchez quelqu'un, il va faire du care. Enfin, et c'est l'index sur lequel tout est Mhm. mesuré. C'est-à-dire que vous aidez plein de gens. Ça veut dire aussi que vous avez les équipes, donc vous avez un peu plus cette liberté-là de faire un peu ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et, euh, et les gens qui délèguent la vente par peur, en fait, c'est ça, c'est un objectif qui est dicté par la peur et non pas par leur objectif, en fait. C'est une décision, pardon, qui est dictée par leur peur et non pas par Mhm. leur objectif. Et ça, moi, je pense que ces gens-là, ils se condamnent sur un temps plus ou moins long à se faire remplacer, en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qui lui va être en mode. Il va arriver dans le rétro, pas de questions, on y va en mode rouleau compresseur, et vous qui êtes là, qui. En plus, tu sais, c'est même pas compliqué de faire de la vente, tu vas faire de la pub. Enfin, moi, j'ai pas pris de Mhm. formation, j'ai géré ça en un mois. Enfin, c'est juste des Mhm. chiffres à suivre, et c'est du bon sens, en fait. Mais il faut y aller, et il faut être dans ce Mhm. truc-là je me mets aucun interdit mental, et j'y vais, et en fait, c'est la tâche la plus importante
tous les jours qui doit être faite. C'est comment je fais rentrer plus de leads, comment je signe plus de clients, comment on fait plus de chiffres dans la boîte. Et après, le reste, c'est important. Mais voilà, en important, c'est 2 et l'autre, c'est 200, quoi. Voilà, pour te donner une échelle. Voilà. Complètement. Avant on a fait un Ouais, joli tour, est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais ajouter? Ouais. Non, je pense là, j'ai fini les petits conseils pratiques. Top. Là. Alors pourquoi avons-nous tendance à repousser nos échéances, si on devait résumer? Parce qu'on a déjà échoué à faire des choses similaires, parce qu'on a un manque de confiance en soi, et ça c'est quelque chose qui se développe en étant dans l'action, parce qu'on évolue dans un environnement qui a tendance à sanctionner l'échec, t'en parlais tout à l'heure, et parce qu'on recherche la perfection. Et pour aller un peu plus loin, on a parlé de ces éléments-là, puis on a aussi donc parlé effectivement à quel point l'aspect vente et acquisition, en fait, c'est le nerf de la guerre, c'est prioritaire, c'est de l'hygiène. Et en fait, vous êtes le seul responsable de ces aspects-là pour votre boîte. Et vous devez alimenter effectivement votre boîte avec des objectifs très orientés acquisition ou vente. C'était cool, on a fait un joli tour, Guillaume. C'était très chouette en tout cas. Ouais, j'ai bien kiffé. Carrément. Bien, écoutez, merci d'être avec nous. D'être avec nous on est à la fin de l'épisode et d'être toujours avec nous. On se retrouve, on est sur un rythme de 2 semaines. Voilà, toutes les 2 semaines, on a un épisode. Pour l'instant. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger avec nous sur la partie business, développement commercial, vente, marketing, web marketing, c'est le dada de Guillaume, ça. N'hésitez surtout pas, on est dispo en commentaire sur YouTube ou bien directement sur notre Instagram qu'on partage en description. Merci Guillaume, prends soin de toi et puis merci on se voit toi. dans 2 semaines. Allez, à bientôt tout le monde et à dans 2 semaines. Et merci Ciao Antoine. tout le monde.